on parle de charge mentale, beaucoup. En fait, il faut être Dépression, organisé. les malades C'est pas de gérer ton dépression. foyer, ta Aux famille, enfants, bien faut que tes les enfants affaires. voient les psy. Là, ils vont venir te parler de Dépression. charge mentale, des maladies de parents. Aux enfants, faut que les enfants voient les psy. Moi, il est hors de question. Dépression. Parce que tout ça peut gâter la tête de nos enfants. Ça suffit! Changeons notre narratif. Le podcast Afrodescendant Démystifions notre bien-être vise à briser les tabous de la santé mentale auprès des communautés noires, un sujet à la fois. Au travers les épisodes, un ensemble d'invités diversifiés nous rejoindra pour échanger sur différents thèmes en profondeur. Grâce à leur expérience et à nos connaissances, vous trouverez des pistes de réflexion afin de briser les tabous en lien avec la santé mentale. Ensemble, nous ferons la lumière sur tous ces sujets qui sont restés trop souvent dans l'ombre. Je suis Jennifer, criminologue. Je suis Manuela, psychoéducatrice, Nous sommes deux professionnels engagés dans plein de projets. mais qui veulent prendre le temps d'aller à la rencontre des gens. Aujourd'hui, on a un épisode qu'on vient de finir de tourner qui était vraiment super intéressant, qui a pris Manu par surprise d'ailleurs. Il faut écouter Franchement. l'épisode pour savoir pourquoi. Mais on a reçu Héloïse. Oui, Héloïse Laram, aujourd'hui, elle s'est présentée à nous pour parler de changement. On s'est rendu compte qu'elle a vécu plus de changements que qu'est-ce qu'on avait imaginé. Alors, le changement de carrière, c'en était un, mais je pense que vous devez écouter l'épisode pour voir toutes les choses qu'elle a vécues. Je pense que c'est important de nommer que dans cet épisode, on parle de suicide. Alors, si pour vous, c'est un sujet qui est trop sensible, qui est trop difficile, on vous invite à chercher de l'aide pour vous, pour vos proches, mais que c'est un sujet qu'on aborde quand même avec détail. Oui, voilà. On était vraiment contente. Elle a été vraiment généreuse de sa personne. Elle a bien... elle est venue, en fait, elle s'est ouverte à nous. Elle nous a donné plein de détails sur les choses qu'elle a vécues, puis on est vraiment reconnaissante pour ça. On espère que vous allez vraiment passer un bon moment à l'écouter, à nous écouter, à entendre notre discussion à toutes les trois ensemble. Puis on espère que ça va vous aider là si vous avez un cheminement ou des questionnements par rapport à un changement qui pourrait arriver dans votre vie. Alors, on vous souhaite une bonne écoute. Bonne écoute! Bonjour Héloïse, bienvenue à l'épisode d'aujourd'hui. Bonjour, merci de m'accueillir, ça fait plaisir d'être là. On est très contente de te recevoir. Oui. On est très contente de te recevoir. Je sais plus c'était quand la dernière fois qu'on s'est vu. L'année dernière, je crois au mois de novembre, puis août pour toi. Mm-hmm. On se croise dans les événements. On se croise, c'est ça. On se À chaque croise fois, dans les événements. On est des amis d'événements, on va dans les Exact. événements santé mentale. Oh, t'es là, on est content de passer la journée on avec partage toi. des tables et On tout. partage des tables, exact. Oui. Alors, tu présentes? Je présente. Moi? Oui. Non. Alors, non. Élorèse. Élorèse. Tu vois, Héloïse. Tantôt, quand j'ai dit son nom, j'ai dit, faut pas que je la mélange avec Élorèse. Je connais Héloïse. une personne qui s'appelle Élorèse. Héloïse, Ok. je sais très bien que tu t'appelles Héloïse, je suis juste vraiment mêlée. Vient parler aujourd'hui avec nous du changement de carrière parce qu'elle va nous raconter son histoire. Elle va nous raconter aussi comment elle s'est lancée dans sa nouvelle carrière et j'imagine que tu vas nous parler de ton super planeur bien-être. Exact, Génial. mon agenda. Alors, par où commencer? Mais avant de commencer, nous, on a deux questions qu'on pose tout le temps. Ouais. Je te laisse poser la première. Oui, en fait, on voulait savoir, en grandissant, est-ce qu'il y avait un sujet tabou que tu aurais voulu qu'on aborde davantage avec toi pour te préparer, mettons, à la vie, à l'âge adulte et tout? Un sujet tabou, je dirais peut-être le fait d'être dans une case. Parce que, moi, je viens de France, j'ai grandi en France, donc c'est sûr qu'on te met tout de suite dans une case dès l'école, dès le plus jeune âge, en fait. C'est si tu as des bonnes notes, donc tu es bien vu par les professeurs ou autres. Sinon, tu es considéré comme un élève à difficulté. Donc, c'est vraiment le fait de être dans une case, c'est pas forcément la norme et c'est pas forcément ce que tout le monde veut. Intéressant. Dans le fond, c'est l'idée de se dire, d'apprendre aux enfants qu'ils peuvent être un peu ce qu'ils veulent et Exact. non se laisser déterminer par l'endroit où on... Par l'environnement, Ouais. exactement, c'est ça. C'est intéressant. La deuxième question qu'on a pour toi, c'est à quel moment tu as eu conscience que tu avais une santé mentale et que c'était important d'en prendre soin? Oh, on va entrer directement dans le vif du sujet avec Kazel. J'ai commencé à prendre conscience de ce qu'est la santé mentale en 2001 au décès de ma sœur. Donc, qui a mis fin à ses jours parce qu'elle avait des problèmes de santé mentale. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que
c'est OK de ne pas aller bien et que tu as certaines personnes qui peuvent avoir certaines pathologies ou qui peuvent être malades mentalement au point de peut-être d'en arriver jusque-là. Donc, ma sœur Kelly, le cas de Kazel, j'en parlerai plus tard. Mais j'avais 15 ans et c'est je pense que c'est peut-être une des premières fois que j'ai entendu parler de santé mentale ou que j'ai pris conscience de la santé mentale. Je sais que ma mère avait déjà eu des épisodes de dépression, mais tu sais pas trop ce que c'est. Enfin, à l'époque, je me dis, les gens qui sont en dépression, ils sont juste tristes. C'est tout, en fait. Ils sont juste tristes. Mais ouais, j'ai commencé à prendre conscience de la santé mentale à ce moment-là. Please don't cry. Non, mais c'est quand même des événements majeurs. Ouais, vraiment. C'est important. Et à partir de ce moment-là, toi, est-ce que tu as pris en charge ta santé mentale ou tu t'es dit, moi, je dois aller bien puisque ça... Mais attends. Fait que J'attends. quand tu avais 15 ans, dans le fond, ta soeur s'est enlevée la vie. Ouais. Comment est-ce qu'on reçoit ça déjà quand on a 15 ans? Comment est-ce que tu étais capable de bien comprendre ce qui s'était passé? Non, non, c'est vraiment ça? pas. En fait, le truc, c'est que moi, je viens d'une famille recomposée. Donc, ma sœur, c'était ma sœur du côté de mon père. Et je l'ai connue juste 1 an avant qu'elle décède. Je savais que j'avais une sœur, mais je l'ai connue 1 an avant qu'elle décède. Mais tu comprends pas. C'est l'incompréhension, c'est pourquoi, c'est tout un tas de questions. Et j'ai été des années dans le déni. J'ai commencé à faire mon deuil vraiment quand j'ai commencé ma thérapie avec ma psychologue. Plus de 10 ans après, quasiment 15 ans après. C'est là que oui, tu commences à prendre conscience. Mais pendant, on va dire, 10 ans après son décès, je suis restée dans un état de colère, un état d'incompréhension et surtout de déni. En fait, je voulais vraiment pas en parler. Aujourd'hui, j'en parle en paix, hein, vraiment. Donc, sans que... Forcément, toujours, ça me trigger parce que c'est quelque chose qui vient de chercher. Mais aujourd'hui, j'en parle avec beaucoup de paix parce que j'ai fait ce travail sur moi. J'ai fait ce travail de compréhension et puis il y a aussi certaines choses qu'on n'a pas voulu me dire parce que j'avais 15 ans au moment de son décès, qu'elle était malade. Donc ça, on n'a pas voulu me le dire, qu'elle était malade mentalement et qu'on a voulu me préserver. Mais est-ce que c'était vraiment la bonne chose de vouloir me préserver à ce moment-là? Parce que ça aurait peut-être enlevé tout ce poids que je me suis mis sur les épaules pendant à peu près 15 ans, quoi. Parce que c'est ça, c'est un premier contact avec la santé mentale, comme tu disais. Mais c'est aussi difficile de recevoir ça à tout âge, mais pendant l'adolescence, est-ce qu'on est en plein changement ou est-ce qu'il y a plein de trucs qui se passent déjà dans notre tête, d'avoir cette compréhension-là? Je pense que, tu sais, ça a peut-être allumé une lumière sur la santé mentale, mais est-ce que c'est à ce moment-là où tu t'es dit « je dois prendre soin de moi », tu sais, je pense que, comme tu dis, c'est venu beaucoup plus tard. Pas du tout. C'est venu beaucoup plus tard. Au moins 10 ans. En fait, j'ai toujours pris conscience qu'il y avait quelque chose que je devais, peut-être pas améliorer, mais je devais prendre soin de ma santé mentale parce que j'ai grandi dans un environnement familial qui était très compliqué. Donc, je sais que certaines choses que j'ai vues, que j'ai vécues, c'était pas normal. Que je devais en parler à quelqu'un, que c'est OK de voir un psychologue. On sait que dans les communautés noires, des fois, c'est un peu tabou justement de consulter un psychologue ou autre. Donc, je savais qu'il fallait que je travaille sur ce point-là par rapport à mon enfance, par rapport à tout ce que j'ai pu vivre. Mais entre le moment où tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas, le moment où tu dis « il faut que je le fasse » et le moment où tu passes à l'action, il se passe beaucoup de temps en fait. Il peut se passer des années et il s'est passé à peu près 15 ans pour ma part. 15 ans, c'est très très long en fait. Et 15 ans, c'est au moment où ma sœur elle est décédée. Donc entre mes 0 et 15 ans, c'est très très long dans une vie. Clairement. Excuse-moi, j'avais enlevé ton fil. Tu peux retourner? Non, ça va. C'est pour aller dans le sens de est-ce que parce qu'on a eu un contact avec un suicide, est-ce que ça veut dire que systématiquement, là, on prend conscience et on met action? Mais là, tu l'as très bien expliqué dans le sens que, ben non, il y a plein de choses qui se passent entre comprendre. C'est un process. C'est un processus. Ouais. Puis, dans tout ce que tu nommes, j'ai envie de, comme tu dis que tu es en paix avec ça, j'ai envie de l'aborder davantage aujourd'hui. Et de comprendre, c'est quand même ta sœur. Ouais. Tu l'as connue 1 an avant. Tu savais qu'elle existait, tu la connaissais pas. Quand tu l'as connue, toi, ta perception d'elle, c'était une personne normale? C'était comme c'était un tabou? Elle était très réservée. Je savais qu'elle était différente. Je sais pas comment l'expliquer. Tu sens certaines choses, en fait. Je savais qu'elle était différente, qu'elle était très réservée. Et je sais que, un truc tout bête, à un moment donné, on était chez ma tante. C'était juste quelques semaines avant qu'elle décède. On faisait des crêpes. On faisait des crêpes. Et je crois qu'on voulait mettre de la cannelle dans les crêpes parce que, bon... Caribbean people, c'est toujours on met de la cannelle partout dans les gâteaux. Donc, on voulait mettre de la cannelle. Puis,
j'ai senti qu'en fait, certains mots qu'elle expliquait, je me suis dit, mais est-ce qu'elle a un retard de langage, en fait ? Est-ce qu'elle a quelque chose qui ne va pas dans son cerveau, qui fait qu'elle a une perception qui est différente des choses ? Donc, malheureusement, j'ai grandi trop vite par rapport à d'autres choses. Donc, j'avais déjà une maturité qui était déjà installée, mais je savais qu'elle était différente, mais je ne savais pas comment l'expliquer. Donc, je pense que c'est des choses que tu ressens et que tu sais pas trop comment les expliquer. Puis, elle et toi, vous avez combien d'années d'écart? On avait 5 ans d'écart. Okay. Ouais. J'ai 6 ans d'écart avec mon frère et elle avait 1 an d'écart avec lui. Ouais. Donc, on avait 5 ans d'écart. Donc, elle avait pile 20 ans, en fait. Et à l'annonce de son suicide, qui te l'annonce? Ma tante. Ce qu'il faut savoir, c'est sans trop rentrer dans les détails, elle n'est pas décédée tout de suite. Elle est décédée peut-être 10 jours après. Et dès le départ, j'étais dans le déni de non, c'est pas possible, non, ça va aller, non, je vais la revoir dans quelques semaines, ça va aller. Et puis un soir, le coup près qui tombe, donc ma tante qui m'appelle et qui me dit écoute, c'est fini pour Kelly. Je me souviens juste de ces mots-là, c'est fini pour Kelly. Et toujours le non, en fait, c'est toujours, je crois que c'est une des phases du deuil, en fait, le non, c'est pas vrai, c'est pas possible. Et puis, tu es obligé de composer avec ça, en fait, pendant un moment, de dire, en fait, si, c'est vrai, elle est plus là. Et puis, il faut juste faire avec. C'est compliqué, hein, parce que ça met des années de se remettre d'un deuil, mais faut composer avec ça. Et puis, c'est enlever le côté tabou de la santé mentale. Je l'ai rencontré tout de suite, en fait, que la santé mentale, c'était tabou. Et qu'on m'en a parlé, elle est décédée en 2001, et c'est seulement en 2012, quand je suis retournée en Guadeloupe pour voir ma grand-mère, parce que pareil, juste 1 an avant, elle était malade, ma grand-mère, donc juste 1 an avant qu'elle décède, on est tous partis en Guadeloupe pour profiter d'elle, et c'est seulement à ce moment-là qu'on m'a dit certaines choses par rapport à ma sœur, parce qu'on voulait me préserver et qu'on ne voulait pas me dire que, je ne sais plus ce qu'elle avait exactement, mais qu'elle était juste, elle était juste malade, quoi. Et excuse-moi. Non, vas-y. Une place pour... Est-ce que pour toi, il y aurait eu une meilleure façon de te l'annoncer? Est-ce que pour toi, il y aurait eu une meilleure personne pour te l'annoncer? Parce que souvent, ce que j'ai déjà entendu dans des situations, c'est j'aurais voulu être informée différemment, j'aurais voulu qu'on prenne le temps de me dire certaines choses. Est-ce que tu penses que tu aurais voulu savoir tout ce que tu as su plus tard, mais plus tôt? Est-ce que tu penses que ça t'aurait vraiment aidé? Je pense, oui. Ouais. Je pense que déjà, si c'était mon frère qui me l'avait dit comme il l'avait demandé, il avait dit à ma tante, ne lui dis pas ce soir, laisse-la passer la nuit et je vais lui dire demain, en fait. Donc déjà, parce qu'on a une certaine proximité avec mon frère, donc si déjà ça avait été mon frère qui me l'avait dit, je pense que ça aurait été perçu différemment. Et je ne sais pas trop si ça aurait changé grand-chose qu'on m'ait appris sa maladie ou autre plus tôt, parce que la colère était toujours présente, en fait, l'incompréhension, puis la culpabilité. Est-ce que j'aurais pu faire quelque chose pour l'aider à aller mieux, mais tu te rends compte qu'en fait, à partir du moment où on m'a dit, mais tu sais, elle était malade, donc même si tu avais été présente un peu plus souvent, on lui envoyait des messages, essayait de la voir, des fois, elle me rejetait et c'était pas de sa faute et c'était pas de la mienne non plus, tu vois. Elle me rejetait parce que juste, elle devait elle-même se battre avec ce qui la rongeait. Donc, c'est ça. Je pense que le fait de savoir, ça m'aurait peut-être permis d'accepter plus tôt que je suis pas coupable, que j'aurais rien pu faire pour ça. Dans les cas de suicide, c'est vrai que les gens, quand ils prennent leurs décisions, tu peux pas les arrêter malheureusement, tu vois. Donc tu fais que peut-être de retarder l'échéance, mais tu peux pas les arrêter. Donc peut-être ça m'aurait aidé justement à me dire, écoute, c'est ok, c'est pas de ta faute, tu pouvais rien y faire. Donc ouais. Je pense qu'il y a quelque chose dans ce que tu dis qui est vrai puis qui peut être peut-être difficile à entendre pour des gens qui ont vécu une situation comme ça, de se dire, il n'y a rien que tu peux faire pour les arrêter quand ils ont leur idée, ils ont leur idée. Dans les faits, c'est vrai que, comme tu dis, ça peut retarder, etc. L'espoir qu'on a toujours, c'est de se dire, il va se passer quelque chose qui va faire en sorte qu'il change d'idée. Mais il faut que ça vienne de la personne en soi. Donc, nous, on ne peut pas vivre et porter cette culpabilité-là. On ne peut pas prendre cette responsabilité-là sur nous.
Puis c'est tellement vrai que les gens qui restent vont souvent être dans « Ah, j'aurais dû voir tel signe, ah, j'aurais dû voir tel signe ». C'est très culpabilisant. Je pense que c'est une des causes de décès qui est peut-être la plus culpabilisante pour ceux qui restent. Vraiment pour ceux qui restent, parce que tu as toujours cette culpabilité. Puis alors, je ne sais pas si c'est une part d'ego aussi, de se dire qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que je n'ai pas fait qui a fait que cette personne, elle en est arrivée là. Il y a exactement 3 ans et demi, j'ai un de mes amis avec qui, amis d'enfance, on va dire, enfin, on a tous un groupe d'amis où on a vécu tous les meilleures soirées, etc. Puis, j'ai vu, j'étais partie faire des glissades avec des amis, je ne sais plus où, au Québec, et puis... en rentrant dans la voiture, je vois sur Facebook plein de messages de rest in peace, etc. Et je comprends pas, mais il y a quelque chose qui m'a alertée parce que c'était plusieurs personnes du même groupe d'amis qui disaient la même chose. Mais je me suis dit, tu sais quoi, je viens de passer la journée à faire des glissades, j'ai juste envie de rentrer chez moi. Et j'ai vu la story d'un autre de mes potes et je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé et tout. Et puis il m'a juste répondu, suicide, pas un mot de plus, pas un mot de moins. Donc là, c'est venu me chercher encore une fois par rapport à ma sœur. Et puis quand j'en ai parlé avec d'autres amis, ils me disent, mais tu sais, peut-être qu'il était, il avait ci, il avait ça, mais tout le monde a eu ce côté culpabilisant de on fait tous notre vie. On a passé des meilleurs moments dans notre vingtaine, on fait tous notre vie, chacun. Il y en a qui vivent à l'étranger comme moi, il y en a qui ont des enfants, il y en a qui font autre chose, qui ont déménagé. Et c'est vrai qu'on ne prend peut-être pas forcément le temps de prendre soin des gens, de prendre des nouvelles des gens. Et ils ont tous eu ce niveau de culpabilité-là. Sauf peut-être moi, parce que je suis passée par là et parce que je me suis dit, écoute, s'il en est arrivé là, le pauvre, c'est qu'il n'en pouvait plus. Enfin, tu sais, il ne veut pas... c'est généralement, souvent ce que ma psychologue aussi m'avait dit, c'est que les gens, ils ne veulent pas mourir, ils veulent juste que leur peine s'arrête. Donc, ils veulent juste que leur souffrance s'arrête. Ils veulent aller mieux. Ils veulent aller mieux. Ils veulent que ça s'arrête, en fait. Ils veulent que cette souffrance s'arrête. Et peu importe ce qu'ils ont, parce que plein de gens ont dit oui, mais c'est égoïste de sa part, il avait des enfants, etc. Je dis, ouais, mais tu ne peux pas penser à sa place, en fait. Si tu n'as plus rien qui est rationnel dans ton cerveau. Ça devient un tunnel. Donc, tu ne vois plus les enfants, la responsabilité. C'est ça, tu fais juste voir la souffrance puis vouloir mettre fin à cette souffrance. Tu veux arrêter cette souffrance-là, quoi. C'est ça. Et pour toi, la thérapie, ça a été salvateur? Ça a vraiment été, ça t'a aidé à t'apaiser? Ah oui, vraiment. J'en ai fait pendant 4 ans et demi. J'ai vu ma thérapeute pendant 4 ans et demi. C'était juste avant que je vienne au Canada. Et ça a été peut-être le coup de fil à passer le plus difficile de toute ma vie entière. De toutes mes carrières que j'ai eues professionnelles, tu sais, je peux te passer 15 coups de fil. Mais elle, fallait que je l'appelle pour prendre un premier rendez-vous. Je me suis dit, bon, j'espère que je vais tomber sur son répondeur. Comme ça, au moins, j'ai pas à lui parler. J'ai pas à lui parler, en fait. Mais sauf qu'elle te rappelle, parce que tu lui laisses un message. Oui. Tu lui laisses un message, elle te rappelle, elle me dit, vous avez essayé de m'appeler. Puis elle avait une voix super douce déjà au téléphone. Et puis, donc, j'ai pris un premier rendez-vous avec elle. Et elle dit, écoutez, pourquoi vous êtes là? Et là, tu fonds en larmes, tu lui expliques... je lui explique tout ce qui s'est passé dans mon enfance, ma vie d'adulte, ma sœur, etc. Elle me dit, il y a du boulot. Elle me dit, est-ce que vous êtes prête? Parce que ça va être dur. Donc, elle a été vraiment géniale. Donc, toujours, je pense à elle, Valérie. Valérie, je pense à elle. Et elle a vraiment été géniale parce qu'elle a vraiment pris le temps. Elle a ralenti quand c'était trop compliqué aussi. Mais on a vraiment fait un travail de fond par rapport à mon enfance, par rapport à plein de choses aussi. Puis, je l'ai vraiment vu pendant 4 ans et demi à peu près. Donc, 4 ans et demi, c'est quand même assez long. Mais ça a été le début du travail sur moi. Donc, il y a eu le côté thérapeutique. Et puis après, je suis quand même aussi très spirituelle. Je fais beaucoup de méditation. Enfin, il y a eu tous ces autres travaux aussi que j'ai fait. Mais ça a vraiment enclenché le travail sur moi-même. C'est vraiment tout un cheminement, toute une histoire. C'est jamais fini. C'est jamais fini. C'est jamais fini. Ça aussi, c'est quelque chose que je pense qui fait peut-être peur aux gens de se dire, mais ça finit quand? Est-ce quelqu'un qui écouterait puis qui se dit, mais là, je me sens pas bien et tout, est-ce que ça finit? Est-ce que ça s'arrête? Puis, ou est-ce qu'on apprend à vivre avec? Puis, à un moment, la vie continue. Puis, une fois de temps en temps, il y a des choses qui viennent nous chercher. Mais pour toi, dans ta perception, c'est que c'est quelque chose qui ne finit jamais dans le sens du développement personnel, j'imagine, mais aussi dans le sens de est-ce qu'on peut dire qu'un deuil est totalement terminé? Non. Vraiment. Donc, les personnes qui disent oui, 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est faux. Tu te remets jamais de la mort de quelqu'un. Tu t'apprends à vivre avec.
C'est ça, tu t'en remets jamais. Que peu importe le niveau de proximité que tu avais avec cette personne, là je parle de mon point de vue personnel, tu t'en remets jamais en fait. Tu vas toujours avoir une date, un événement ou quelque chose qui va venir te chercher. Les dates anniversaires, c'est les plus compliqués. Il y a toujours un moment qui va te rappeler à la réalité que cette personne, elle n'est plus là. Que ça fasse, là aujourd'hui on est en 2024, ça fait 23 ans que ma sœur elle est partie. Donc il y a toujours des fois un petit truc qui vient me chercher par rapport à elle, quoi. Donc, puis même d'autres personnes aussi que j'ai perdu entre-temps, tu t'en remets jamais. Tu apprends à vivre avec. Après, quand je dis que ça s'arrête jamais, c'est le développement personnel, le travail sur soi ne s'arrête jamais. Mais la peine, la douleur, elle s'estompe. Promis. Elle s'estompe. J'ai l'impression qu'elle reste présente, mais qu'on s'adapte, qu'on développe d'autres choses autour, et c'est ça qui fait en sorte que ça ne prend plus toute la place. Ouais, c'est ça. En fait, quand ma sœur, quand Kelly, elle est décédée, j'avais 15 ans. J'étais... alors, j'ai toujours du mal avec le système scolaire de la France versus le Canada, mais j'étais au lycée et j'avais 15 ans. Et je sais que j'ai pris conscience qu'à ce moment-là, j'avais 2 chemins à prendre. C'était soit je faisais tout pour réussir dans ma vie professionnelle, mes études ou autres, ou je prenais l'autre chemin, en fait. J'étais vraiment à cette porte où j'ai 2 chemins et il faut que je choisisse le bon. Donc, j'ai choisi les études, j'ai choisi tout ça, mais ça aurait pu basculer. J'aurais pu basculer de l'autre côté et puis tu as certaines personnes qui tombent dans les drogues ou tout ce que tu veux. Donc, t'es tellement fragile à ce moment-là que si tu n'as pas tout l'accompagnement qu'il te faut, tu peux très vite basculer. Donc, heureusement, j'ai eu la force de me dire la priorité, c'est quand même mes études et puis je veux la rendre fière aussi d'une certaine manière. Donc, j'ai choisi les études, la carrière ou autre et puis voilà. Et qui sont les personnes qui t'ont le plus accompagnée dans tout ça, à part Valérie? À part Valérie. Je dirais que ça a été très récent quand même, les personnes qui m'accompagnent le plus. Donc aujourd'hui, je pense à Sophie, donc petite publicité pour Sophie, de son compte Instagram, c'est Guérir pour réussir. Elle est praticienne EFT. Donc, ça fait à peu près 2 ans, 3 ans peut-être, 2 ans que je fais de l'EFT avec elle. Donc, ça a été vraiment aussi un moyen de libérer les émotions, de libérer tout ce qui est énergétique. Donc, j'ai pas un contexte familial qui fait que j'ai été hyper soutenue par mes parents ou autres, pas du tout, au contraire, tu vois. Donc, ça a plus été vraiment Valérie. Et j'ai puisé tout ça au fond de moi-même, en fait. Donc, j'ai été mon meilleur pilier, entre guillemets, pour surmonter tout ça. Est-ce que tu peux expliquer pour les gens qui ne savent pas, c'est quoi le EFT? Le EFT, c'est du tapping. Donc, je vais le montrer à la caméra. Donc, peut-être vous avez vu des vidéos sur Instagram. Donc, tu vas faire du tapping sur certains méridiens. Et en fait, c'est relié aussi, je pense, à la médecine chinoise. Donc, j'espère que je ne dis pas de bêtises. Donc, le fait de faire ce tapping sur certains points du corps, tu vas libérer certaines énergies. Ça va travailler sur des points énergétiques de ton corps. Donc, tu vas libérer certaines énergies. Donc, quand tu fais ça et que tu prononces des phrases d'affirmation positives, ça t'aide aussi à guérir les blessures émotionnelles. Donc elle, c'est ce qu'elle fait. Elle est praticienne EFT, mais elle guérit aussi tout ce qui est blessures émotionnelles. Donc les blessures de l'âme, le rejet, l'abandon, etc. Donc, tu as déjà essayé ça, Manu? Du tapping? J'ai regardé comment ça fonctionne et tout, mais j'ai jamais pratiqué. J'avais fait un atelier quand j'avais été un moment donné au Portugal. Ils offraient ça à l'hôtel. C'était comme on dormait dans un endroit bien-être, là. Fait qu'il y avait des ateliers à chaque jour. Puis je m'étais inscrite. J'étais comme, ouais, je vais aller faire ça, je vais aller voir. T'avais aimé? Oui, j'avais aimé. Ouais. C'est relaxant. Ça t'apaise. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça le mot que je cherchais. Ouais. Ça t'apaise puis ça t'ancre dans le moment présent, puis dans la conscience de comment tu te sens. Puis là, elle donnait plein de trucs. Mettons, quand t'as mal à la tête à la maison, c'est tel point que je m'en souviens plus, là, mais c'était bien intéressant. Mm-hmm. Parle-nous de ton planeur. Parle-nous de Kazel. Non, mais c'est bon. Mais en fait, j'allais dire tout à l'heure, tu sais, quand tu as dit que tu avais choisi le chemin de l'école et tout, ouais. C'était quoi, à la base, que tu t'enlignais vers quoi comme chemin?
Qu'est-ce que j'ai fait comme études? Ouais. J'ai fait plein de choses. J'ai un parcours ce qu'on appelle atypique. Donc, j'ai fait des études en communication, marketing, commerce. Puis, il y a des moments dans ma vie où j'ai été me perdre à travailler dans l'informatique ou autre. Donc, principalement, mon parcours, il est en communication, marketing, gestion de projet, événementiel. À la base, c'était ça. OK. Ouais. Fait que tu voulais aller créer mais organiser des événements, des trucs comme ça. Ouais, je voulais dans le organiser des marketing. événements, travailler dans le marketing, je voulais faire de la pub. Enfin, c'était vraiment c'était vraiment ce que je voulais faire à la base jusqu'à il y a 3 ans, on va dire. Je me suis dit, c'est exactement ce que je veux faire. C'est ça et rien d'autre. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été le commencement avant Cazel, donc en janvier. Donc moi, je suis arrivée au Canada le 28 janvier 2020, juste avant la pandémie. Un bon moment pour arriver. Ouais, Mais vraiment en un plus, bon moment. mais vraiment, moi je suis arrivée en plus de Canada. Puis en plus, moi je cherchais pas de travail à la base. Je me suis dit si j'ai besoin d'argent, j'irai vendre des cupcakes. Je sais pas pourquoi. Je me suis dit je vais aller vendre des cupcakes. Et faut pas chercher. Non, on cherche pas. Faut pas chercher à comprendre. Je me suis dit je vais vendre des cupcakes si j'ai besoin d'argent. That's it quoi. Et sauf que quand je suis arrivée en janvier 2020, déjà à l'aéroport, on me posait déjà des questions de est-ce que vous avez été en Chine ou quoi. Non, tu sais, why? Non, pas du tout, mais j'étais vraiment dans ma petite bulle de je viens d'arriver au Canada, etc. Et j'ai quand même envoyé 2-3 CV au cas où pour voir comment, parce que je voulais tester mon profil sur le marché canadien. Premier entretien, première embauche. Donc, elle m'a appelé le lendemain, elle m'a fait une offre, elle a dit on vous veut en fait, donc vous venez travailler chez nous. Et je devais commencer le 18 mars. Le vendredi 13 mars, j'étais dans un Uber, je ne sais plus où est-ce que j'allais exactement. Et il y a la responsable RH qui m'appelle, elle me fait « Écoute, Héloïse, je suis désolée, on va devoir annuler ton embauche. On ne sait pas ce qui se passe, mais là, on a reçu l'ordre du gouvernement de fermer les bureaux par un moyen de pandémie et tout. » Moi, je me suis dit oh, « You're so dramatic. » Ça va, quoi. Ça va, quoi. Donc, je suis « ok, d'accord, pas de problème. » Elle me dit « Mais de toute façon, le poste, il est pour toi. » Elle me fait « Légalement, je suis obligée d'annuler ton embauche, mais le poste est pour toi. On veut toi et personne d'autre. Donc, on se rappelle dans 3 semaines. » Donc, moi, je me dis « si c'est 3 semaines... Ça va. Même pas besoin de demander des cupcakes. Non, ça va. » Sauf que 3 semaines passent, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et puis je vois aux infos, ils n'arrêtent pas de parler de la Covid, tant de morts et ça. Puis moi, je me suis dit, mais quand même, vous en faites des tonnes. C'est juste une grippe, genre calmez-vous, quoi. Et j'ai pris conscience de la gravité de la situation. J'ai une de mes amies en France qui est médecin, qui poste jamais rien sur Facebook par rapport à son travail ou autre. Puis là, elle a posté un paragraphe grand comme ça. Elle a dit, écoutez, j'ai passé ma journée à intuber des patients et faire des certificats de décès. Quand on vous dit de rester chez vous, restez chez vous, en fait, parce que là, c'est vraiment pas des blagues. Je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est sérieux cette histoire. Parce que moi, je regarde pas les infos. Donc, je suis pas du tout au courant de ce qui se passe. C'est volontaire, en fait, depuis à peu près 5-6 ans. Je regarde pas les infos. Donc, je sais pas ce qui se passe dans le monde. Et je me préserve, en fait, parce que je trouve que c'est hyper anxiogène. Donc, je préserve mon énergie. Et à ce moment-là, je me dis, bon, bah ok, c'est peut-être un peu compliqué, mais en attendant, j'ai toujours le boulot, j'essaie de les appeler. Je dis, bah ouais, mais là, ça retarde. Et à un moment donné, je leur ai dit, écoutez, moi, je peux pas vous attendre indéfiniment parce que moi, mon immigration est en jeu. Faut que tu cumules un certain nombre de semaines en tant qu'immigré pour après prétendre à la résidence permanente, etc. Donc, je dis, je peux pas vous attendre. Donc, moi, j'ai cherché autre chose. Donc, j'ai travaillé au service marketing et événementiel d'un journal ici à Montréal. Ensuite, il y a eu une agence immobilière pendant une courte période. Ensuite, il y a eu une université. Et donc, janvier 2022, mon permis de travail qui s'arrêtait à la fin du mois. Et le 1er janvier, donc moi, je suis en train d'envoyer des messages à tout le monde de bonne année, mais prenez soin de vous, la santé, c'est important, etc. Puis je commence à pas me sentir bien. Je suis jamais malade, mais là, j'ai vraiment mal à la gorge, mais qui est en train de me tuer, mal à la tête. Puis je dis ça à ma cousine, c'est comme ma petite sœur. Elle me dit, tu veux pas aller te faire tester? Parce qu'elle, elle était testée positive 4 jours avant. Puis elle me dit, mais elle... c'est sûr et certain que t'as la Covid. Je fais, mais non, moi, je vais aller me faire tester un 1er janvier, ça va pas ou quoi? Donc j'évite le sujet. Un peu de déni. Un peu le déni, mais j'en parle avec une de mes amies parce que 2 jours avant, j'étais partie bruncher avec elle. Et je fais, bah écoute, je me sens pas très bien. Je sais pas, peut-être dans le doute,
faudrait que tu ailles te faire tester parce que je suis... Parce que j'irai pas. Parce que je me sens pas bien, donc toi, va te faire tester. Elle me dit, écoute, moi aussi, je me sens pas bien. Je suis, non, mais en fait, là, c'est bon, vas-y, on y va. On essaie de se faire tester, c'est juste pas possible. Donc, on y arrive le lendemain et entre-temps, les symptômes qui empirent, mais vraiment de pire en pire. Et je me souviens, après qu'on soit fait tester, j'ai été chercher du citron, du miel, du gingembre, enfin, tu sais, la totale, le kit, le kit de survie. Ouais, c'est ça, le kit de survie du thym, du citron, thym, citron, gingembre, cannelle, le kit de survie, c'est anti-grippe. Et je parle avec ma cousine en visio, je suis en train de faire monter, puis je lui parle, je mets mon miel, je mets le gingembre dans ma tasse, puis tu sais, je goûte, je détestais le gingembre à l'époque. Je goûte, je fais, ah ça va, je sens pas le gingembre. Mais je continue ma phrase. Elle fait, tu sens pas le gingembre. Parce qu'elle a vu la dose que j'ai mis. Elle me fait, tu sens pas le gingembre. Elle me fait, non, mais t'as perdu le goût. En fait, là, il y a rien de plus parlant que t'es positive. Et donc, les symptômes ont continué d'empirer. Et je crois au 3e ou 4e jour des symptômes, là, j'ai la fièvre qui me réveille à 2h du matin. Chose que j'ai jamais eue de ma vie entière. La fièvre qui me réveille à 2h du matin. J'avais tellement de courbatures, je pouvais pas bouger dans mon lit. Il est 2h du matin. Je suis pas dans mon pays, entre guillemets. Qu'est-ce que je fais ? Tu étais seule aussi? Je vis seule, ouais. J'étais seule. Donc, il est 2h du matin, je suis seule chez moi. Qu'est-ce que je fais? Je peux pas bouger dans mon lit tellement j'ai mal. J'avais la fièvre, j'avais mal à la tête. Et à ce moment-là, tu te poses toutes les questions de la Terre. Et la première question qui m'est venue, c'est est-ce que je suis heureuse? Donc, j'ai jamais remis en question le fait d'être venue au Canada parce que je savais que c'était la bonne décision pour moi. C'était pas le rêve d'une vie, hein, contrairement à ce que tout le monde pense. Hein. J'étais juste impulsive et puis je me suis dit, j'en ai marre de la France, je vais partir. Et puis, ça a été le Canada. Ça aurait pu être ailleurs, hein, donc... Non, mais c'est vrai, tout le monde pense que j'ai toujours rêvé de venir au Canada. Pas du tout, c'était juste que je suis impulsive et puis je suis partie comme ça. Et j'ai pas du tout regretté d'être venue au Canada, mais je me suis demandé, est-ce que je suis heureuse dans ma vie professionnelle? Est-ce que ça me rend heureuse? Sachant que quelques semaines avant, déjà au travail, ça commençait déjà un peu à s'essouffler. Je commençais déjà un peu à en avoir marre, mais j'avais pas d'autre choix que de rester parce qu'il me faisait mon permis de travail pour après. Donc, si je voulais rester au Canada, il fallait que je reste là parce qu'il me faisait mon permis de travail. Et la réponse, elle a été non. Non, je suis pas heureuse, je suis pas bien dans ce que je fais. Je me suis rendu compte que le marketing, c'était mon métier, mais c'était pas quelque chose qui avait du sens pour moi. Donc, ça a commencé par l'idée du planeur. Donc, après toute cette fièvre, etc., ça a commencé par l'idée du planeur parce que je voulais un side hustle, tu vois, comme on dit. Mais c'était pas assez. Donc, j'ai commencé à faire des recherches de qu'est-ce qui m'anime au quotidien, sachant que Caselle, c'est pas ma première entreprise, c'est la 3e. Qu'est-ce qui m'anime au quotidien? Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? Qu'est-ce qui peut m'apporter plus de valeur, autant à moi-même et autant aux autres? Et après plusieurs recherches, je me suis dit, en fait, la naturopathie, c'est vraiment c'est ce que je veux faire parce que j'ai toujours des problèmes de santé, des problèmes digestifs. Donc, naturellement, je vais toujours manger des fruits et légumes. La preuve, j'étais malade, j'ai été prendre mon safety kit de citron, de miel, de gingembre, etc. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas en faire mon métier? Donc, c'est comme ça qu'est né Caselle. À la base, l'entreprise devait s'appeler Hazel. Donc, juste Hazel, sauf qu'au niveau juridique, il y avait plein de choses qui n'allaient pas. Mon avocate, elle me disait, c'est disponible, mais si tu déposes le nom, ça peut être compliqué, etc. Donc, et pourquoi j'ai rajouté le cas de Kelly, c'est que j'ai eu ma résidence permanente le 26 septembre 2022. C'est la veille de son anniversaire de décès. Et je pense que c'est l'univers qui m'a envoyé tous ces... Je vous dis ça, j'en ai des frissons. C'est l'univers qui m'a envoyé ces signaux-là. Je me suis dit, mais non, mais je ne peux pas parler de santé mentale, de bien-être dans mon entreprise et pas inclure son initiale dans le nom. Donc voilà puis comment... en même temps, ça a réglé les problèmes juridiques et compagnie. Et ça a totalement réglé. Mais en quelques minutes, quand j'ai appelé l'assistante de la coordonnatrice, mon avocate, je fais, écoute, ça va pas être Hazel, ça va être Caselle, K-A-Z-E-L. Elle m'a dit, écoute, c'est dispo, vas-y. Donc, il suffisait juste de ce léger détail, en fait, finalement, qui a tout changé. C'est fou, hein, des fois, comment les choses sont alignées, puis... Ça se fait comme tout seul alors qu'on travaillait, qu'on réfléchissait. Quand tu t'obstines des fois sur quelque chose, quand ça veut pas en fait. Si ça fonctionne pas, c'est qu'il y a une raison. Il y a une raison pour laquelle ça va pas fonctionner et qu'il faut que des fois tu changes de direction, des fois il faut ajuster, mais ça a vraiment été le détail puis tout s'est fait hyper rapidement après, le dépôt de nom, la création de l'entreprise. Puis après j'ai commencé vraiment sérieusement à travailler sur le planeur, donc tout s'est lancé après, quoi.
Donc, on est passé de personnes qui organisaient des événements et des trucs comme ça pour diverses entreprises à quelqu'un qui faisait ça en vendant le planeur en même temps, à quelqu'un qui est devenu naturopathe. Je suis pas encore naturopathe. Okay. Je suis toujours en train d'étudier pour devenir naturopathe, donc ce sera pour... Est-ce que c'est des longues études? Ça dépend. Ça dépend de l'école que tu prends, ça dépend vraiment de l'école, parce qu'ici, c'est pas reconnu par un ordre, la naturopathie, c'est des associations. Donc, toutes les écoles, c'est des écoles privées, donc chacune y va de son programme. Ça peut être... J'ai changé d'école entre-temps. Donc, ma première école, je me suis inscrite c'était l'année dernière, septembre 2023. Le cursus était quand même très, très long. Très cher aussi. Ça m'a mise dans une situation financière qui était vraiment trop compliquée. Puis il fallait faire un choix. À un moment donné, il fallait prendre une décision. Donc, j'ai choisi une autre école qui est beaucoup moins chère. Donc, certes, les cours sont comment dire, beaucoup moins approfondis, mais enfin... J'ai une capacité de travail qui est quand même très élevée, donc je sais sur quel sujet je veux approfondir, je sais ce que je veux travailler en profondeur aussi pour mes futures consultations. Donc ça me convient parfaitement parce que là, j'y vais à mon rythme. Je n'ai pas des cours dans la semaine ou le week-end ou autre. Je travaille mes cours à mon rythme. Tout est en ligne, donc c'est beaucoup plus simple pour moi. Puis c'est quoi les... Tu t'es réveillée une nuit fiévreuse, tu as décidé que tu n'étais pas heureuse et tu t'es dit qu'est-ce que je fais d'autre et tu as fondé Caselle et tu as décidé de te lancer... en naturopathie, mais est-ce qu'il y avait des choses qui te retenaient puis qui te disaient non, fais pas ça, ça sera pas une bonne idée ou tu y arriveras pas ou des limites? Ma seule limite, c'était mon statut migratoire ici. C'était juste ça, ma seule limite, parce que je devais attendre d'avoir la résidence permanente pour créer l'entreprise. Avant ça, tu peux pas. Vu que j'avais mon PVT, mon premier permis de travail, c'était un permis ouvert. Donc, un permis ouvert, ça veut dire que tu peux travailler pour n'importe quel employeur et aussi créer ton entreprise. Un permis fermé, ça veut dire qu'aux yeux de la loi, tu peux que travailler pour cet employeur qui a sur ton permis de travail. Tu as certaines personnes qui s'essayent à travailler à côté ou autre, grand bien leur face. Moi, je voulais pas. Je voulais faire les choses dans les règles. Donc, et toi, ton permis de travail, il était fermé? Il était fermé. Okay. Donc, de janvier 2022, donc à la fin de mon autre permis. Et sauf qu'entre-temps, moi, j'ai lancé ma résidence permanente. Donc, j'ai eu beaucoup de chance. Je l'ai eu en 6 mois. Donc, en septembre, j'ai eu ma résidence permanente. Mais entre septembre et octobre, de nouveau les problèmes de santé, burn-out à cause de mon employeur et puis des gros problèmes de santé. Là, je me suis dit, en fait, non, là, c'est fini, c'est la dernière fois. Après ça, j'ai travaillé dans une agence événementielle quelques mois, peut-être 3-4 mois. Mais c'est à ce moment-là, j'ai eu un zona, en fait, en septembre 2022. Et ça a été peut-être la pire chose que j'ai eue dans toute ma vie, en fait. Je le souhaite à personne, vraiment. Donc, c'est à ce moment-là, je me suis dit, c'est la dernière fois que j'ai d'aussi gros problèmes de santé à cause de quelqu'un pour qui je travaille. C'est la dernière fois, c'est fini. Donc, tout le monde me dit, même aujourd'hui, il y a encore quelques semaines, j'ai une de mes amies, elle me fait « Mais pourquoi tu ne proposes pas du consulting en marketing? Tu es super bonne là-dedans. » J'ai pas envie. J'ai pas envie. Je le fais pour moi, mon entreprise, parce que d'un côté, je suis hyper reconnaissante d'avoir ce parcours-là et je fais énormément d'économies pour ma propre entreprise. Mais ça m'a juste écœurée du métier et j'ai juste plus envie de faire ça. Quand même, hein, c'est une écœurante titre, j'aurais dit. C'est ton corps t'a poussé là, ta tête t'a poussé là, tout allait pour dire je laisse ça de côté et maintenant je fais quelque chose de différent et je choisis quelque chose qui va me rendre le plus heureuse. Ouais, c'est ça. Faire quelque chose qui a plus de sens. Parce que je gagnais quand même bien dans mon dernier poste dans l'université dans laquelle je travaillais, mais c'était plus une question d'argent. Et quand tu arrives à un stade où c'est plus une question d'argent, ouais, mais à quel prix? En fait, c'est quoi ma valeur ajoutée de faire vos planifications pour vos réseaux sociaux? Qu'est-ce que j'apporte de différent? Est-ce que moi, ça m'enrichit? Est-ce que ça me nourrit intellectuellement? Qu'est-ce que j'apporte de différent aussi dans ma vie? Donc, c'est toute cette réflexion-là que j'ai eue en plusieurs mois et ce qui m'a aidé, pas aidé, c'est mon ancienne chef dans cette université. C'était au final, je ne vais pas dire du mal d'elle, mais au final, c'était hyper compliqué. Je me suis dit, mais je ne peux pas travailler pour quelqu'un comme ça, en fait, qui pense comme ça, qui est hyper égoïste et qui voit son propre intérêt avant ma santé. Donc, une santé, on n'en a qu'une et je serai toujours ma propre priorité. Peu importe l'argent, je serai toujours ma propre priorité. C'est important parce qu'on le dit souvent, on est la seule personne avec qui on est sûr de passer notre vie. Oui.
T'es coincé dans ton corps jusqu'à ton dernier souffle. Enfin, coincé, je me Oui, comprends, oui, tu vois, oui, mais oui. t'es coincé dans ton corps jusqu'à ton dernier souffle. Donc, si t'en prends pas soin, qui va le faire à ta place? Vraiment. Il faut. Il faut. Puis j'ai l'impression que l'épisode d'aujourd'hui reste sur le thème du changement. Ouais. Que ce soit un changement de carrière, que ce soit un changement avec la perte d'un proche. Mais tu as quand même dit que tu es venu au Canada sur un coup d'impulsivité. Ouais. Et ce changement-là, tu l'expliques comment? Parce que je me dis, là, tu as expliqué le changement de carrière, tu expliques des choses que tu sentais de manière viscérale, que ça marche pas, ça fait pas de sens. Mais tu habites en France, tu es né en France? Oui, je suis née en France. Tu es né en France et à un moment, tu as quel âge à peu près? Quand je suis partie du Canada, j'avais... attends, c'était en 2020, donc 34. J'allais sur mes 34. Et là, tu viens... Je viens d'avoir 38. Et non, là, non, tu viens au Canada à Ouais. 34 ans. T'es fatigué. La France, je suis fatiguée, je m'en vais. C'était pas... C'est pas... non, mais c'est quand même... C'est des changements importants. Puis souvent, il y a des gens qui, pour eux, le changement, c'est dangereux. Je rencontre des gens qui, la sécurité, pour eux, c'est la stabilité et c'est tout le contraire de ce qui s'appelle un changement. Alors, quand on rencontre quelqu'un qui vit autant de changements dans sa vie, qui a l'air d'être très bien avec ça, très confortable, fluide, quoi. Bon, il fallait que je change. Je suis partie. C'est de comprendre l'émotionnel et le rationnel en arrière pour que peut-être certaines personnes puissent mieux comprendre le changement et peut-être pas en avoir peur. Et peut-être des fois aussi osent le changement pour leur bien-être à eux aussi. En toute transparence, il y a eu une part de fuite dans tout ça. En toute transparence, il y a eu une part de fuite. C'était pas mon premier changement parce que j'avais quitté, j'ai grandi en région parisienne, donc j'avais quitté la région parisienne pour aller à Nantes. Là, c'était vraiment, mais encore pire que pour le Canada. Là, je suis partie, j'ai quasiment rien dit à personne. Ça s'est fait en 2-3 mois. En fait, j'ai juste pété un câble et j'ai dit j'en ai marre, je m'en vais. Donc j'avais besoin de fuir tout ce qui se passait en région parisienne, j'avais besoin de fuir des gens, j'avais besoin de fuir un environnement, des situations. Donc je suis partie. Et c'est là que j'ai créé une agence de communication avec mon ancien associé, ce qui n'a pas fonctionné, mais j'avais besoin de partir. Et je suis partie tellement impulsivement que mon amie qui est médecin, des fois ça arrivait, elle me disait je viens te chercher, on va courir. Puis elle m'envoie un message de tu fais quoi, je viens te chercher, on va courir. Écoute chérie, ça va pas être possible parce que là j'habite à 400 km, donc on va pas pouvoir aller courir, ou sinon tu peux venir courir, mais bon ça va être un petit peu long. Et elle a compris, je lui ai expliqué, j'avais besoin de partir, j'avais besoin de me reconstruire. Donc je pense que j'avais besoin de quitter la région parisienne pour aller à Nantes, et c'est à Nantes que j'ai commencé ma thérapie. Donc je pense qu'il y a peut-être aussi mon corps peut-être ressent quand j'ai besoin de changement. Et j'ai toujours dit que si je quittais la France, si je quittais Nantes, c'était pas pour aller dans une autre ville en France, c'était pas pour aller en Europe, c'était pour partir loin. Donc avant de partir au Canada, j'ai eu plusieurs impulsivités. Je voulais aller où? Je voulais aller à Malte. Pourquoi je voulais aller à Malte, je sais pas trop. Je crois qu'on m'a dit que le coût de la vie était pas très cher. C'est beau là-bas, donc pourquoi pas. Puis je parle anglais, donc allons-y. Ensuite, j'ai voulu aller à Dubaï aussi pendant un moment. Pourquoi Dubaï? Parce que je crois que j'avais rencontré quelqu'un sur Tinder. Il me dit non mais tu parles anglais, il y a de l'argent à Dubaï, viens. Ah, ok. donc je me suis dit allez, on va à Dubaï. Et puis bon après, quand tu te poses 5 minutes, tu te dis c'est peut-être pas forcément une bonne idée. Ensuite je voulais aller à Singapour. Pareil, parce que j'ai dû voir un reportage à la télé. Je suis très faible dans les trucs comme ça. J'ai dû voir un reportage à la télé où ils montraient le cadre de vie là-bas. Je fais ah mais c'est génial. Puis pendant que je regarde le reportage, je regarde les billets d'avion. Je dis les billets d'avion ils sont pas chers, donc allez on y va. Sauf que j'avais vraiment approfondi le sujet. Les conditions d'immigration c'est hyper compliqué là-bas pour aller là-bas. Si t'es pas expatrié par une entreprise française là-bas, tu peux pas venir viva la vida comme les Français ils font ici au Canada. Et moi j'ai un de mes cousins qui vit ici depuis des années. Il m'a dit non mais viens au Canada, tu verras les opportunités. Puis au début je me suis dit ah mais votre froid là, l'hiver ça me tente pas trop. Et j'avais fait une formation aussi, et pareil une des coachs elle avait vécu à Toronto pendant des années, et elle m'a dit mais écoute je pense que tu te plairais vraiment, je te vois vivre au Canada, tu te plairais vraiment. Puis je me suis dit ouais pourquoi pas. Ça faisait la deuxième personne qui me disait ça. Et entre septembre et décembre 2018,
Ouais, 2018. Je crois qu'il y a eu plein de choses où le ras-le-bol s'est déclenché. Mon travail, il me plaisait pas. Je travaillais dans une grosse société d'informatique. Ça me plaisait pas. J'aimais pas ce que je faisais. J'avais passé une certification avec la formation que j'ai pas eue. Je crois qu'il y a eu aussi peut-être une rupture amoureuse qui s'est glissée dans tout ça. Et je me suis dit, en fait, vous me saoulez tous, je vais partir. Et ça, mon frère, il l'a senti avant moi. Quelques semaines avant que j'ai cette réflexion-là. Il me dit, si tu pars, tu me le dis. Je vais partir où en vacances ou quoi? Il me dit non, si tu quittes la France, dis-moi parce que la dernière fois que tu as eu cette crise-là, tu es parti à Nantes. Donc si tu pars, tu me le dis. Et j'ai commencé à me renseigner pour le Canada, les démarches ou autres. Et vraiment, je me suis dit, bon, tu sais quoi, pourquoi pas? Je vais tenter. C'est un tirage au sort, le PVT pour le Canada. Et j'étais à des années-lumière de penser que j'allais être tirée au sort tout de suite parce que tu as certaines personnes qui attendent des 1 an, 2 ans, des fois 3 ans. Donc, j'ai envoyé mon dossier, mais pour moi, je continuais de faire ma vie. Et j'ai été tirée au sort 1 mois après. Donc là, pareil, le déni qui revient pendant le déni pendant quelques jours de non, c'est pas possible que ça m'arrive à moi, alors que j'ai lancé mon dossier il y a 1 mois. Et je me suis dit, c'est peut-être un signe de... À ce moment-là, je lisais le livre L'Alchimiste de Paulo Coelho. Et quand ils disent, quand tu as décidé quelque chose, l'univers conspire en fait pour que ça se réalise. Et je me suis dit, mais en fait, peut-être qu'il faut que je parte au Canada. Donc j'ai préparé, cette fois j'ai dit au revoir aux gens, j'ai préparé mon départ pendant 1 an et donc je suis venue après. Et le fun fact, c'est que j'ai été tirée au sort le 28 janvier 2019. Je suis née le 28 juin, donc c'est pour ça que je suis partie le 28 janvier 2020, 2020 au Canada. Le chiffre 28 est un chiffre important. Peut-être. Donc, peut-être. Donc, c'est comme ça que je suis venue impulsivement au Canada. C'est étrange quand les gens autour voient des choses qu'on n'a pas encore vues. Parce que tu disais que ton frère te disait, si ça arrive, tu me diras. Ouais. Puis tu étais comme, non, pourquoi tu dis ça même? Ça m'a fait penser à quand moi, je suis partie en congé de maternité. Je travaillais à l'Institut universitaire de santé mentale. Puis les gens me disaient, tu vas revenir? Est-ce que tu reviens? J'ai dit, mais ça fait pas 1 an que je suis dans l'équipe. Pourquoi je ne reviendrais pas? Je suis partie avoir un bébé. Tout le monde, je comprends pas. Et non, je suis pas revenue. Hein. Je suis revenue 6 jours. Au revoir. Non, je suis revenue 6 jours. Puis là, j'ai dit, mais qu'est-ce que je fais ici, Manuela? J'avais lancé ma clinique, puis la clinique fonctionnait et tout. Mais là, c'était vraiment terminé le congé. J'avais épuisé le sans-solde. Il fallait que je revienne. Puis là, j'ai fait 6 belles journées. Et j'ai dit, mais au final, je viens vous dire bye. Je suis partie, mais les gens, ils le sentaient que c'était pas... Je pense que ce que les gens sentaient, c'est que c'était pas ce que moi, je voulais, au fond. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'étais à une place qui était bien, très bien. Mais c'était pas fait pour toi. Mais c'est pas totalement ça, moi. Mais des fois, il y a des gens qui restent dans cet état-là de continuer de faire des choses qui ne sont pas nécessairement pour eux pendant longtemps parce qu'ils ont peur de faire le saut. Parce qu'ils pensent aux responsabilités qu'ils ont, parce que X, Y, Z raison, parce que les gens sont fiers d'eux, parce qu'ils réussissent, parce qu'ils font de l'argent, peu importe c'est quoi la raison. Mais je pense que c'est pas donné à tout le monde de se dire, je me lance, je fais le saut. Ça peut être des fois plus compliqué, les gens peuvent avoir plus de réticence, mais en même temps, je pense que la majorité des personnes à qui on parle, qui ont suivi cette voie-là et qui se sont dit, non, c'est pas ça que je suis censée faire, je vais suivre ma voie, au final, l'ont pas regretté. Non. Ils sont épanouis. Souvent, ce que je constate, c'est que les gens qui ont écouté cette petite voix-là à l'intérieur d'eux, puis qui ont été capables de transformer cette intuition-là, ce feeling-là, en quelque chose qui est opérationnel. Parce qu'il faut pas que ça reste une belle idée, puis là, je me lance dans le vide, pas de parachute, pas de bouée de sauve, rien. Soit qu'ils sont entourés de certaines personnes pour y arriver, ou qui avaient la capacité de se structurer pour y arriver, ont trouvé leur place dans cette vie, dans ce monde, où est-ce qu'ils sont sur leur X à eux. Je pense que changer pour aller sur son X, en quelque part, ça ne peut pas être une erreur, mais je pense que les gens qui ont peur du changement, c'est parce qu'ils ne sont peut-être pas alignés, ou peut-être qu'ils n'ont même pas, en quelque part, le droit de penser comme ça. De ne pas avoir le droit d'aller à l'extérieur de la boîte pour réfléchir, de ne pas avoir le droit de rêver. Il ne faut pas rêver, ramène-toi sur terre. Il y a des gens qui sont... On les a un peu formatés dans l'idée de va pas imaginer rien parce que tu vas juste te faire du mal, parce que tu ne pourras pas atteindre ce que tu imagines, alors tu vas tomber de haut, alors vas-y pas, mais ça garde les gens coincés dans une boîte, je trouve, ce qui est un peu le contraire pour moi de la santé mentale. Parce qu'être en bonne santé... Mais ce qui est très présent.
Mais ce qui est très présent. Ouais. qui est très présent. Tu sais, en même temps, au début de l'épisode, c'est ce que tu nous parlais quand tu nous parlais d'un tabou. C'est que les gens vont nous juger d'une certaine façon, ils vont nous mettre dans cette boîte ou sur cette trajectoire parce que tu es bonne à l'école, voici, parce que... Donc, c'est un peu comme ça qu'on est conditionné, parce qu'en même temps, ça sert à la société qu'on fasse. Ce qu'on s'attend de nous. C'est ça. Ouais. Mais souvent aussi, les gens qui te disent non, mais va pas, fais pas ci, fais pas ça, tu vas pas y arriver, 90% du temps, ils projettent leur propre peur, leurs propres croyances. Et je pense que c'est peut-être aussi les personnes qui passent à l'action, je pense que c'est aussi une question de tempérament, une question d'environnement. Bon, je le suis beaucoup moins, je m'assagis quand même avec l'âge, hein, mais j'étais quelqu'un de très impulsif. Donc vraiment très, très impulsif. Pas sur des choses graves, mais en fait, mon cerveau, il n'y a pas de réflexion, c'est oui, non, et puis allez, on y va tout de suite. Donc je pense que c'est ça qui m'a servi justement à quitter Paris, quitter le Canada, parce que je sais que beaucoup de personnes de mon entourage, ils me disent, mais moi, je pourrais pas. J'ai ma famille, j'ai mes amis ou autres. Je lui dis, mais la famille, bon, je peux comprendre. Moi, j'ai pas ce contexte familial qui fait que j'ai énormément d'attaches. Mais les amis, je lui dis, crois-moi que les gens font leur vie. Ils vont pas t'attendre, en fait. C'est aussi d'être OK avec cette réalité. Et ça, je l'ai eu bien avant que je quitte Paris ou autre. Les amis, des fois, c'est certaines personnes, ils sont là quand tout va bien. Mais c'est pas les mêmes qui restent quand tout va mal. Donc, tu peux pas conditionner ta vie en fonction de certains amis, parce que tu vas avoir des amis de soirée, tu vas avoir les vrais amis qui vont être là pour toi pour te ramasser à la petite cuillère quand ça va pas. Mais on va avoir, puis ça va être pour conclure, parce que notre épisode va être plus long que prévu, parce que quand le temps m'a indiqué que c'était terminé, on était dans une question, puis après j'ai oublié que le temps était terminé. Fait que je sais pas ça fait combien de temps. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que tu parles de ton impulsivité et tout, mais de déménager dans un autre pays, oui, il y a une partie où est-ce que tu dis, par exemple, je suis impulsive, je dépose mon dossier, mais après, il y a une partie aussi ou est-ce que tu peux pas du jour au lendemain avoir ton permis de travail? Tu l'as préparé, tu l'as dit, tu as choisi la date, tu es revenu dans un an. Donc, l'impulsivité aide peut-être à poser des actions, mais au final, c'est la après, première action. tu redescends puis tu fais le choix quand même. Tu n'as pas fait comme « Oh non, j'ai envoyé ma candidature de manière impulsive, j'ai été pigée, mais j'irai pas. » Tu as un processus qui est quand même structuré parce que entre le moment quand tu es tiré au sort, tu as 8 jours pour accepter ou pas. Donc, pendant ces 8 jours, j'ai eu 3 jours de déni de non, c'est pas possible. Ensuite, j'ai accepté et après, tu as d'autres papiers à envoyer, tu as d'autres choses tu dois faire tes empreintes, tes données biométriques. Donc, moi, il fallait que je retourne sur Paris. Donc, tu as toutes ces choses-là qui font que tu peux pas laisser ça comme ça. Donc, ce n'est pas qu'impulsif. Non, c'est non. aussi une partie de courage et de désir et de volonté ou de je sais pas comment l'appeler, mais où est-ce que tu as osé? Et je me dis, j'avais rien à perdre en fait. Ouais. C'est que je sais que professionnellement, en France, ça a toujours été très compliqué parce que, comme je disais, j'ai un profil atypique. Donc, au niveau des employeurs, beaucoup moins ici. Mais ils disent, ouais, mais vous n'êtes pas stable. Vous avez fait beaucoup de choses différentes, vous n'êtes pas stable. On me l'a beaucoup dit quand j'étais en France. Donc, je me suis dit, mais j'avais strictement rien à perdre à essayer. Mais en partant de la France, je me suis toujours dit, quand bien même le Canada, ça ne se passe pas comme j'aurais voulu, je change de pays, je retourne pas en France parce que non, la France c'est plus possible. Mais une rupture entre la France it's et over. Voilà, c'est fini. Donc c'est ça. Je sais que moi j'ai jamais eu ce genre de problème ici au Canada quand toutes les offres auxquelles j'ai postulé. Enfin, à aucun moment on m'a dit vous avez créé votre entreprise, ça a pas marché. C'est non, tu as créé ton entreprise, ok, t'es entrepreneur, tu as des choses à nous apporter, on te veut dans notre équipe. Mais c'est ça, c'est ce côté un peu fermé au niveau de la mentalité en France que pour moi, ça me convenait pas. C'était pas pour moi. Et ici, j'ai eu des opportunités que j'aurais jamais eu en restant en France. Donc, je suis hyper reconnaissante d'être ici. Ben merci, en tout cas, d'avoir accepté de venir avec nous aujourd'hui partager ton expérience. Avec grand plaisir. Expérience qui a été plus loin que ce qu'on avait prévu, ce qu'on pensait, et on adore ce genre de conversation. Si les gens veulent te suivre ou se procurer le planeur, où est-ce qu'ils doivent aller? Alors, sur Instagram, donc kazel.bien-être, mon compte Instagram, pour se procurer le planeur donc sur mon site internet. Donc, le planeur, je ne vais pas le prendre parce que j'ai une main en moins. Le planeur, donc c'est un agenda qui est non daté.
Donc, on peut vraiment l'utiliser comme on veut. Ce n'est pas un agenda genre 2024 ou 2025. À l'intérieur, il y a aussi des recettes de cuisine qui sont toutes véganes et sans gluten, des exercices de yoga, de méditation et de développement personnel. Donc, vraiment tout pour optimiser son bien-être. C'est génial. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à vous. Et nous, vous pouvez nous suivre sur toutes les plateformes, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, etc. Afrodescendant, le podcast. Exactement. Et on se revoit dans quelques minutes sur Patreon. Si vous n'êtes pas déjà abonné, allez-y là. Allez-y vous abonner là, parce que là, on va faire les questions du public avec Héloïse. Et là, dans le même instant, oui. Bonjour et bienvenue sur le Patreon. Nous sommes aujourd'hui avec Héloïse. Héloïse, merci d'avoir fait ce merveilleux épisode avec nous et de continuer sur le Patreon. Merci beaucoup pour cette invitation. À ta gauche, non, à ta droite, à l'autre gauche, se trouve un petit verre avec plusieurs questions qui viennent de notre public Instagram. OK. Donc, j'en prends combien? Tu en prends une à la fois. OK. C'est vraiment un copier-coller de ce que les gens ont dit parce qu'on veut que quand les gens voient la question, ils puissent savoir « Ah, c'est ma question » et se sentir content qu'on y réponde. Donc, voilà. Ah ben écoute, elle est parfaite celle-ci. Alors, où serait-elle si elle n'avait pas changé de carrière? Est-ce qu'elle aurait quand même pu être heureuse? Oh. Belle question. Les gens sont bons pour poser des questions. Les gens posent des questions. Wow. Si j'avais pas changé de carrière, donc si j'étais restée dans le marketing, est-ce que j'aurais quand même pu être heureuse? Je pense pas. En toute honnêteté, je pense pas parce que j'avais déjà eu plusieurs signaux que déjà je suis peut-être pas faite pour être salariée. Et le fait, comme j'avais expliqué aussi dans l'épisode, le fait d'avoir eu certains problèmes de santé, ça te remet un peu les pendules à l'heure, ça remet les choses à une certaine place et tu te dis que même si tu gagnes bien ta vie dans une carrière, l'argent ça fait pas tout. Donc non, je ne pense pas. Mais où serais-tu? Je pense que je serais à ma place où je suis actuellement aujourd'hui. Ouais. Je pense que je serais vraiment à ma place. Puis là, je suis en train de développer aussi d'autres choses pour le futur. Donc, je pense que je ferais ce que je fais actuellement. D'une manière ou d'une autre, tu crois que les chemins t'auraient mené à cet endroit? Ouais, je pense. C'est une question intéressante. Puis je pense que ça doit venir d'un fond, justement, d'une personne qui peut-être, en tout cas, c'est moi qui interprète, mais c'est d'une personne qui peut-être se dit, moi aussi, j'aurais d'autres projets, moi aussi, j'aurais d'autres envies, mais je reste là. Fait que, est-ce que c'est possible? C'est parce qu'il y a des gens qui, sûrement, restent dans une carrière, restent dans un endroit, restent dans un chemin, même s'ils savent que c'est pas nécessairement ce qu'il faut pour eux. Puis, je sais pas, est-ce que c'est possible pour tout le monde de se dire du jour au lendemain, je m'en vais? Je pense que oui, mais il y a des gens qui doivent avoir sûrement plein de craintes. Tantôt, tu parlais, il y a des gens qui se disent, je quitterai jamais ma famille, je quitterai jamais mes amis, j'ai des responsabilités, je dois prendre soin, je dois prendre soin de ma mère, mon père, mon frère qui est malade, donc j'ai besoin d'un revenu, j'ai besoin de payer les frais médicaux. Peu importe la raison, mais il y a plein de gens qui doivent justement s'arrêter. Mais ça s'organise, souvent, j'ai l'impression que quand les gens y en parlent, c'est vraiment comme le saut dans le vide. Oh, je me jette dans... C'est pas, je me réveille un matin, puis je m'en peux plus, puis je démissionne. J'ai pas de coussin, j'ai pas de plan, j'ai pas... C'est l'idée de si, où est-ce que je suis, on va dire, ça me convient pas parfaitement, même si que je garderais en partie, on va dire, en temps partiel, ou je sais pas, peu importe le contexte, mais que je puisse mettre du temps, ou qu'il puisse au moins me rester un peu d'énergie pour mettre sur quelque chose qui me passionne, qui m'intéresse, ça pourrait être un loisir, c'est pas obligé d'être un métier. On a déjà eu cette discussion-là sur le est-ce qu'on peut tous dire, moi, c'est ça ma passion, puis je vais en vivre? Peut-être pas, mais c'est de se dire, qu'est-ce qu'il me faut pour être bien, puis pour respecter mon ressenti qui me dit, j'en ai besoin. J'ai besoin de développer cet intérêt-là. J'ai besoin de cultiver, de découvrir, d'essayer, d'y toucher, d'y goûter. Et des fois, il y a des gens qui me disent, oui, mais pour faire ça, il faudrait que je quitte tout. Puis là, ils sont très tout noir ou tout blanc. C'est ça. Très drastiques. C'est ça le problème, ouais. Oui, alors que tu pourrais décider d'aller faire un stage d'un jour, puis d'appeler dans une compagnie, puis de dire, regardez, moi, je suis très intéressée par le métier que vous faites. Est-ce que je peux vous suivre aujourd'hui? Il y a beaucoup de personnes qui diraient oui, mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont oser demander. Oh oui, je vais demander à quelqu'un de connu ou je vais demander à quelqu'un dans son travail de juste le voir travailler puis lui poser des questions pendant une journée. Et les gens sont super honorés là, quand quelqu'un leur fait une demande comme ça. Et ils se donnent et ils sont heureux de partager ce que ça représente et tout. Mais il y a plein de gens qui ne feront pas une étape qui est intermédiaire parce qu'ils se disent
C'est tout ou rien. C'est tout ou rien. Ouais. Fait que comme je peux pas avoir tout, ben j'ai rien. Puis c'est là, je pense qu'il faut nuancer un peu. Mais je pense qu'il faut que les gens peut-être se renseignent un minimum parce que je travaille toujours à temps plein. Je travaille toujours à temps plein, mais l'année dernière, quand j'ai laissé mon dernier poste en événementiel, j'ai fait le choix de diviser mon salaire d'un tiers ou de le diviser par 2 pour être réceptionniste. Parce que je me suis dit, c'est un poste qui a aucune charge mentale sur moi. Je suis juste là pour... Je le dis, je suis payée à sourire et dire bonjour, c'est pas que ça, mais en partie. Mais au moins, je sais que mon énergie, elle va uniquement sur mon entreprise. Donc, tu as des options, tu as des solutions. Donc oui, tu vas perdre en salaire, mais il y a certains postes, certaines entreprises dans lesquelles j'ai été réceptionniste. J'ai pu finir mon site internet, j'ai pu faire plein de trucs. Donc, oui, tu gagnes. C'est ça, en fait. Il faut vraiment faire des choix, se renseigner. Et c'est possible de faire cette transition et on n'est pas obligé de faire tout ou rien. Je sais que dernièrement, il y a une personne qui a dit, mais de toute façon, tant que tu ne te lances pas à 100% dans ton entreprise, bah, en gros, tu n'es pas entrepreneur. C'est pas vrai. Non, tu as besoin des fois un coussin financier. À réfléchir, encore une fois, à l'impulsivité. Si j'avais su, je serais restée peut-être un peu plus longtemps dans mon poste en événementiel. Mais en fait, ça devenait viscéral que je ne pouvais plus. Il fallait que je fasse autre chose. Donc, je l'ai appris à mes dépens. Mais oui, de prendre le temps de se construire un coussin financier et aussi de tester. Tester son produit, tester son offre, tester ses services. Le temps de se dire, bah, OK, ça, c'est peut-être quelque chose qui fonctionne. Ça me convient un peu mieux. J'y vais all-in. Mais avant ça, il y a beaucoup de choses. On n'est pas obligé, comme tu dis, de démissionner le vendredi et puis le lundi, allez, c'est bon, je suis entrepreneur. Non. C'est juste, en fait, de prendre conscience de qu'est-ce qui nous allume et d'essayer de le mettre un petit peu à petite dose dans notre vie. Je pense que c'est ça l'important de retenir aussi de l'épisode. Je pense que toi, tu es peut-être quelqu'un qui a sauté en bas de l'avion avec le parachute à peine accroché. Puis tu c'est ça, sur une épaule. On n'est pas obligé de faire ça. On est vraiment pas obligé. Non, vraiment. Faites pas ça chez vous. Il faut quand même oser faire des choses qui nous sortent un peu de notre zone de confort pour en arriver à cet équilibre-là puis à ce bien-être-là. Faut essayer de passer par-dessus la peur ou les contraintes. Puis il y a quelque chose aussi avec la peur de quand on n'a pas essayé quelque chose, c'est sûr que ça nous fait beaucoup plus peur que quand on a un pied dedans, quand on a une journée, semaine dedans. Quand moi, j'ai l'impression que la majorité des gens qui, pour eux, sont vraiment épanouis, c'est des gens qui, pour eux, c'était une évidence. C'était une évidence. Et quand c'est pas une évidence, on a le droit de faire des pas. Parce que quand, pour moi, ça a été une évidence, c'est après avoir fait mon 6 jours à l'hôpital où est-ce que j'étais, mais qu'est-ce que je fais ici? J'en ai pas besoin financièrement. J'avais déjà lancé ma clinique. J'avais financièrement la capacité. Merci, congé maternité, de m'avoir permis de vivre, d'avoir du temps et j'avais de l'énergie pour pouvoir construire quelque chose à ce moment-là. Mais sinon, est-ce que je l'aurais fait de la même façon? Non. Il fallait que plusieurs choses soient alignées de la bonne façon pour que je puisse dire, OK, j'y vais. Parce que si je n'avais pas été en congé de maternité, je ne pense pas que le matin, je me serais réveillée puis je me serais dit, Manuela, c'est aujourd'hui que tu t'en vas de l'hôpital. Parce que je n'aurais pas eu le temps de construire. Fait que je pense que c'est ce glam-là ou cette image-là que les gens ils ont des fois quand ils voient le changement, quand ils voient les gens qui disent, ah oui, c'est fantastique, tu fonces. Mais quand je fonce, pour moi, c'est vraiment viscéral. Si je ne fais pas ça, je ne suis pas bien. Puis je pense qu'il faut se donner ça, l'espace, puis la possibilité de le faire à petits pas. Ça. Vas-y, deuxième question. Deuxième question, okay. On y va. Alors, avec Kazel, est-ce qu'il y a des choses que tu regrettes ou des erreurs qui ont été sur ton chemin? Oui. Alors, des regrets, non, parce que on apprend de ses erreurs. Donc, une des erreurs que j'ai commises, ça a été par rapport au planeur. Donc, pourtant, on me l'a dit, j'en ai imprimé beaucoup trop. Parce que je me suis dit, mais non, mais tu sais, t'es tellement convaincu que tu vas en vendre des milliers, que en fait, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, mon erreur, ça a été d'en imprimer beaucoup trop, même si l'imprimeur m'a dit, est-ce que t'es sûr, tu veux pas y aller avec genre un quart de ce que tu veux faire? Je dis, non, c'est bon, on y va. Bon, après, il y avait quand même une décision stratégique dans le fait d'en imprimer beaucoup parce que je réduisais mon coût unitaire et comme ça, je pouvais faire plus de marge. Donc, il y a quand même une réflexion. J'ai pas été totalement dans l'impulsivité, mais
Mais si c'était à refaire, effectivement, j'en aurais imprimé peut-être beaucoup moins. J'aurais peut-être aussi dépensé beaucoup moins dans des petites choses qui ne sont pas forcément nécessaires. Quand tu crées ton entreprise, tu veux que tout soit parfait. Donc, j'ai vraiment mis de côté le côté perfectionniste. Donc, tu veux que la petite carte elle soit à la bonne couleur. Tu veux que ci, tu veux que ça. Tu n'as pas besoin. En fait, comme tu dis, c'est le storytelling des fois qui vend et c'est pas ta petite carte colorée avec une super typo qui va faire la différence. Donc, faut Mais juste. ta carte, elle est fantastique. Allez, ouais, j'allais pas Parce mal. qu'on peut la planter, ta carte. Ouais, on peut la planter. On peut la planter. Il y a une plante dans sa carte. C'est ça. Je sais. Donc, non, c'est super cute, mais c'est ça, je me dis. Par contre, ça, je sais que ce petit détail-là, des fois, ça fait la différence quand j'en parle à certaines personnes dans des événements. Mais voilà, il y a eu plein de petites choses que je me dis, j'aurais peut-être dû plus prendre le temps. Je pense que j'ai été peut-être trop pressée à vouloir tout faire l'année dernière et des fois de gré ou de force, la réalité, la vie te dit stop. Des fois c'est ton corps, c'est ta santé et l'année dernière ça a été la réalité de la vie de non en fait tu vas ralentir et puis tu vas faire une chose à la fois et tu vas prendre le temps. Donc il y a beaucoup de lâcher prise aussi que j'ai appris l'année dernière donc ouais. Reconnaissante pour ces épreuves parce que au moins ça m'a permis de ralentir et puis permis de faire les choses à mon rythme. Chaque histoire est parsemée de réussites et d'embûches, en fait. C'est pas un long fleuve tranquille, hein, vraiment. Ouais. Faut pas, sinon c'est pas la vie. C'est ça. Puis comme on l'a dit tout à l'heure, ça nous permet de grandir. Exact. Tout à fait. Est-ce que tu veux faire une dernière question? Allez. Alors, dernière question. Comment est-ce que le produit qu'elle vend est en lien avec le bien-être? Quels sont les impacts visibles sur la santé mentale quand on utilise le planeur? Alors, donc, c'est un planeur bien-être. Comment j'ai voulu construire ce planeur? C'est que au tout début, quand j'étais dans la phase de recherche, j'étais à peut-être Renaud-Bré, Indigo, donc je voyais qu'il y avait déjà c'était des agendas datés, et t'en trouvais soit un pour la méditation, un pour le développement personnel, un avec des recettes de cuisine, où t'avais rien qui rassemblait tous ces éléments. Le seul que j'ai trouvé, il était hyper sombre, il y avait des pages qui étaient noires ou autres, beaucoup de photos hyper chargées. Je me suis dit, mais ça m'inspire absolument pas le bien-être, en fait. Quelque chose qui est noir, qui est chargé. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu créer quelque chose de tout en un. Donc, quand je vais essayer de pas trop m'abîmer non plus, mais tu as vraiment au tout début du planner, tu as une section pour définir définir les objectifs. Donc, tu définis soit tes objectifs, qu'ils soient personnels, professionnels ou autres. Et dans le livre aussi, tu as aussi des citations de livres. Donc là, c'est une citation du livre Qui a piqué mon fromage, vous l'avez lu? Ça me dit quelque chose. Spencer Johnson. C'est une histoire de 2 souris qui sont dans un labyrinthe. Donc, elles vont chacune chercher leur morceau de fromage. Donc, bon, c'est pas juste un roman avec 2 souris. Il y a vraiment une grosse réflexion sur ta capacité à pouvoir lâcher prise et pouvoir prendre des décisions qui sont adaptées pour toi. Donc, il y a une phrase dans ce livre, c'est « Que feriez-vous si vous n'aviez pas peur ?» Et là, je vous ai mis 2 lignes. Donc, si on t'enlève la peur, de quoi tu es capable de faire. Donc, c'est pas juste un agenda où tu vas noter tes inspirations ou autres. C'est vraiment pour pousser ton bien-être. Et, spoiler, à la fin, il y a un bilan. Donc, quels sont les objectifs que tu as atteints ou quelles sont tes victoires? Parce que je trouve que c'est important aussi de se célébrer. Même les plus petites victoires, on a tendance à se dire non, mais c'est bon, j'ai atteint cet objectif, c'est bon, c'est OK, on passe au suivant. Non. Prends le temps de te célébrer, prends le temps de te féliciter. Des fois, même juste se réveiller le matin, d'avoir fait ces 5 minutes de méditation, c'est une victoire aussi. Donc, il faut prendre le temps de se célébrer. S'il y avait des choses que tu devais faire différemment, qu'est-ce que tu ferais? Et ensuite, j'ai mis un espace pour remplir avec des affirmations positives. Donc, par exemple, je m'appelle Manuela, je suis radieuse et j'affirme que je vais blablabla. Donc là, c'est pour aussi t'inciter à parler positivement de toi-même parce que le plus gros problème avec le développement personnel, entre guillemets, c'est que beaucoup de personnes pensent négativement, verbalisent des choses négativement et le pouvoir des mots, c'est quand même très important. Et une autre citation d'un autre livre, donc du Petit Prince, que j'ai lu assez tard, c'est « Faites que le rêve dévore votre vie et que la vie ne dévore pas votre rêve ». Voilà. Mais je pense que
sais, aussi juste dans la planification, tu sais, comme tu disais, avec des recettes. Pour moi, tout fait appel au bien-être. Ouais. Les recettes, la méditation, prendre le temps de se mettre des objectifs, structurer notre temps pour la semaine, déjà. Ouais. Prendre le temps de s'arrêter, de se dire, ce temps-là, je vais le donner à quoi pour pouvoir ensuite être plus apaisé dans la vie en général. Parce que moi, je sais que j'ai essayé d'abandonner l'agenda papier. Je me suis dit, moi aussi. On est en ligne, il faut aller en ligne. Là, tu diriges des entreprises, arrête Manuela et tout. Ça n'a pas pris 3 mois. J'ai su retourner au papier parce que... Et le papier, c'est tellement libérateur. Enfin, je me sers plus de... Alors, effectivement, j'ai 4 agendas, donc tout est sur mon téléphone. Mais je m'en sers parce que toutes les 2-3 semaines, je vais le montrer, je ne sais pas si j'arrive à trouver une page. Toutes les 2 semaines, tu as des pages vides, comme ça, de notes. Donc, et ça, c'était un point que je voulais aussi, parce que la plupart des agendas ou planners, les notes sont à la fin. Mais là, j'en ai mis toutes les 2 semaines. Moi, je m'en sers beaucoup pour le journaling, donc pour poser mes intentions. Et tu peux soit écrire, soit dessiner, parce que les gens me disent « Ouais, mais moi, les agendas papier, c'est pas mon truc. » Fine. Tu peux aussi t'en servir pour le faire du journaling. Et soit je le fais le matin, soit je le fais le soir. Et puis, il n'y a pas de règle. Je ne m'impose pas quelque chose de... Il faut impérativement que je le fasse tous les matins. Machin. Donc, tu sais, en plus, ça revient en 2 semaines. Donc, ce n'est pas chaque jour non plus. Non, c'est ça. Donc, ce n'est pas chaque jour. Donc, c'est vraiment la liberté de comment tu veux structurer ton temps, comment tu veux t'apaiser. Il y a 3 recettes au total dedans. Donc, il y a un dessert, un plat et un snack salé. Je vous dis pas quoi, parce que sinon faut acheter le planner pour savoir. Et les autres exercices de méditation. Donc, j'ai une page sur le FT aussi, donc pour expliquer comment faire une séance FT et les coordonnées de ma praticienne Sophie, qui est à Paris, mais qui Zoom fonctionne très bien. On s'en est rendu compte pendant la pandémie. Donc voilà. Mais je pense que juste consciemment, prendre le temps de s'arrêter, d'utiliser le planner, déjà, ça fait appel au bien-être. Prendre le temps. Prends le temps de t'asseoir, de te dire qu'est-ce que je fais cette semaine, c'est quoi mon bilan, quel est mon objectif. C'est un peu ça que tout le monde devrait un peu prendre du temps pour soi, puis regarder le thermomètre, où je suis rendue, comment je vais. Donc, bien, merci encore une fois pour ton avec passage. grand plaisir. Alors, pour nos membres Patreon, pourrais-tu répéter où est-ce qu'on peut te retrouver? On peut me retrouver sur Instagram, donc kazel.bien-être, mais je suis aussi présente sur Facebook et puis sur LinkedIn. Mon nom, c'est Héloïse Laram, Laram. Si jamais vous voulez m'ajouter ou si vous avez des questions, c'est vraiment avec grand plaisir que j'y réponds. Merci. Merci à vous. Alors, pour ceux qui nous suivent, membres Patreon, vous nous connaissez déjà. J'espère que vous nous suivez déjà sur tous les réseaux. Afrodescendants, le podcast. Alors, on vous rappelle que cette saison, on rajoute un merveilleux TikTok. Vous pouvez voir l'épisode complet sur YouTube et on reste sur toutes les plateformes et Instagram. Merci. Merci beaucoup. Bye bye.